Les glaciers ont laissé des paysages qui portent des traces indéniables de leur action. Depuis les 2 dernières décennies, les glaciologues ont commencé à reconnaître l'importance de l'eau de fonte dans la formation de ces paysages. Mais ce n'est pas sans controverse. Jusqu'ici, nous avons expliqué l'action mécanique de la glace sur le socle rocheux, et toutes ces notions figurent bien dans nos manuels scolaires. Par contre, ces enseignements ne reflètent pas les débats actuels sur le rôle de l'eau dans la glaciologie. L'épaisseur d'un inland sea peut varier entre 1 km sur sa périphérie et 3 km en son centre. Son poids peut même enfoncer la surface du continent de plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. À la base du glacier, les pressions sont telles qu'en théorie, l'eau de surface ne peut pas pénétrer. Comme nous l'avons vu, au-delà de 100 mètres de profondeur, les crevasses se referment. Le gradient thermique de l'écorce terrestre fait fondre modérément la base du glacier, mais cette eau est emprisonnée par la pression de la glace. Nous savons que l'eau sous-glaciaire circule à de fortes pressions pour s'évacuer à la périphérie du glacier. Cette pression est telle que l'eau creuse ses propres conduits non seulement dans une glace hypercompressée, mais aussi dans un socle rocheux dur comme le granit. Les conduits creusés dans la glace sont dits chenaux de Rötlisberger, ceux creusés dans le roc sont dits chenaux de Nye. Dans les chenaux de Rötlisberger, l'eau transporte et accumule la moraine de base. Lorsque le glacier fond dans sa totalité, cette moraine forme de longues crêtes appelées eskers. Parfois, les chenaux de Nye peuvent même avoir l'aspect de tunnels avec des parois surplombantes. Après la fonte du glacier, ces chenaux sont souvent remplis de moraine, ce qui rend leur étude inaccessible aux géologues. Les pressions en jeu sous la glace sont telles que ces 2 types de chenaux peuvent remonter une pente supérieure à 100 mètres de dénivelé. Comme le glacier laurentien a reculé, il a laissé derrière lui une quantité innombrable d'eskers. Maintenant, voyons la forme de moraine la plus énigmatique pour les géologues. Ce sont les drumlins, mot irlandais qui veut dire petite crête. Les drumlins forment d'immenses champs de crête en forme de dos de baleine allongés dans la direction de l'écoulement du glacier. Comprendre leur formation est un tel casse-tête que l'on dit souvent qu'il y a autant d'hypothèses concernant leur formation que de géologues ayant tenté de résoudre l'énigme.
Ces drumlins sont donc au cœur d'un des plus vifs débats de la glaciologie contemporaine. Mais avant d'aborder l'origine des drumlins, nous devons voir les formes sculptées par l'eau à la surface du roc. Les géologues ont appris à lire les traces laissées par un glacier sur le socle. Stries, lunules, roches moutonnées, les différents dépôts de moraines, tels que nous les voyons dans nos manuels scolaires. Mais la nouvelle génération de géologues devient plus attentive à la présence des formes sculptées, dites S-formes. Une autre expression est P-form, ce qui signifie forme plastique. Pendant longtemps, l'interprétation des S-formes était sujette à controverse. Certains y voyaient l'action abrasive du glacier à sec, d'autres celle d'une moraine glaciaire saturée d'eau. D'autres encore imputaient ces S-formes à l'action des eaux torrentielles subglaciaires. Aujourd'hui, l'opinion générale tourne en faveur de cette dernière hypothèse. D'ailleurs, des expériences en laboratoire viennent le confirmer. Les S-formes ont souvent échappé à la vigilance du géologue, et cela pour deux raisons. Premièrement, de par leur petite dimension, elles sont souvent recouvertes par la moraine. Deuxièmement, si elles ne sont pas protégées, elles vont être érodées par les altérations atmosphériques et les agents biochimiques des lichens et des mousses. Pour les glaciologues du monde entier, Cantley est un site qui offre une vue unique sur les S-formes. À Cantley, l'exploitation d'une gravière a exposé au grand jour quelques monticules du socle rocheux. Certains atteignent près de 20 mètres de hauteur. Avant son exploitation, une grande quantité de moraines glaciaires recouvrait le site. Le socle est intégralement sculpté par les S-formes et rayé de stries glaciaires. Ce socle rocheux est un marbre contenant d'énormes enclaves de roches granitiques. Ces sections de granit résistent mieux à l'érosion que le marbre. Dans cet exemple, un fort courant d'eau s'écoulait de gauche à droite. Une enclave de granit a ralenti l'érosion du marbre en aval, produisant ainsi une arête appelée queue de rat. On remarquera aussi un sillon devant l'obstacle qui se prolonge de part et d'autre de la queue de rat. Cela n'est pas sans rappeler la formation des dunes de sable à l'arrière d'un obstacle au vent. Un courant d'eau de faible vitesse s'exprime comme une série de lignes parallèles à la direction de cet écoulement. Pour contourner un obstacle, ces lignes se courbent puis reprennent leur trajectoire. L'écoulement sera dit linéaire. À grand débit, les lignes de courant se déforment au contact de l'obstacle, formant ainsi un fer à cheval de turbulence appelé vortex. L'écoulement est dit turbulent. Pour apprécier le pouvoir abrasif des vortex, voyons l'exemple suivant. Un gravillon est transporté par un courant. Selon sa masse et la vitesse du courant, soit il est en suspension, soit il est en saltation. Dans le mouvement de saltation, le gravillon percute le roc un certain nombre de fois par seconde défini selon des lois physiques. Si ce mouvement linéaire devient un vortex, en une seconde, ce même gravillon percutera le roc avec une fréquence bien plus élevée. Le pouvoir abrasif d'un écoulement turbulent devient alors dévastateur. Les vitesses et débits atteints à Cantley sont difficiles à déterminer.
D'ailleurs, nos laboratoires actuels n'ont pas la capacité de reproduire ces mêmes conditions hydrodynamiques. Toutefois, les experts en mécanique des fluides reconnaissent que ces queues de rats sont forcément générées par des écoulements turbulents d'origine catastrophique. De tels vortex sont absents dans l'écoulement plastique d'un glacier. D'ailleurs, nos glaciers alpins ne façonnent pas de telles formes. C'est ce que démontre un calcul scientifique dit du nombre de Reynolds. Toutefois, des indices portent à croire que le courant atteignait une vitesse bien supérieure à 10 mètres secondes. Pour estimer ce courant et débit, nous devons étudier les catastrophes modernes comme celle du déluge de Catherine Gorge en Australie en 1998.